Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla, en espérant que les vacances ont été l'occasion de penser à vous et surtout à votre santé. Qu'est-ce que nous pouvons vous souhaiter de mieux que la santé pour cette année 2019? Surtout, prenez soin de vous. Pour cette première émission de la nouvelle année, où j'ai pas eu le temps ni de me raser, ni de me coiffer, nous allons feuilleter nos mémoires, celles de nos grands-parents et aïeuls, et pour mieux nous souvenir de ceux qui se sont battus, qui ont été blessés ou qui sont morts pour défendre notre patrie et notre liberté. Le 11 novembre 2018, cela faisait 100 ans, qu'était signée la fin de la Première Guerre mondiale de l'ère moderne. 15 000 Réunionnais avaient été mobilisés, 6 000 ont participé à cette guerre, près de 1350 n'en sont jamais revenus. Benoît Forestier, du Souvenir français, et Marie-Gertrude Carpanin, professeure d'histoire et conseillère municipale à Saint-Paul, déléguée aux anciens combattants, ont réussi un véritable parcours de combattants, et ce pour rendre hommage à ces héros de la Réunion. On les reçoit. Marie-Gertrude Carpanin, bonsoir. Bonsoir. Benoît Forestier, bonsoir. Bonsoir. Et Monsieur Pincemaille, donc j'ai oublié de demander le prénom, bonsoir. Thierry. Pincemaille, Alors moi je suis le directeur départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre à La Réunion. D'accord. Juste un mot, Benoît Forestier, on va juste préciser toutes les fonctions déjà. Moi, je suis délégué général adjoint du Souvenir français à La Réunion. C'est une association au niveau national, mais aussi au niveau international, qui a pour mission de commémorer justement les combattants des guerres françaises, mais dans tous les pays, en métropole, mais aussi dans tous les pays du monde où il y a eu des combattants français. D'accord, j'ai rien oublié, Marie-Gertrude Carpanin. Très bien. Professeur d'histoire. Professeur d'histoire, de lettres d'histoire, adjointe au maire de Saint-Paul, délégué aux anciens combattants et conseillère départementale. Voilà, j'ai bien oublié quelque chose, c'est pour ça que je préfère. On va poser la question, elle est simple. Comment est né ce projet de créer une stèle à Saint-Paul, en mémoire de ceux, des Réunionnais qui ont combattu lors de la Première Guerre mondiale, et de mettre aussi une stèle jumelle à Douaumont, tout près de l'Ossuaire, et bien sûr de Verdun? Alors c'est un projet qui a été évolutif en fait dans sa démarche. Tout commence en 2014 lorsque le président de la République, François Hollande, souhaite commémorer le centenaire de cette grande guerre, qui est une guerre emblématique, première guerre moderne, première guerre industrialisée, et puis aussi de par, je dirais, les statistiques du nombre de morts, de blessés, d'investissements de tous les pays belligérants. Il a voulu donc marquer ces 4 ans, de 2014 à 2018, de façon à ce on se souvienne de ces combattants. Marie-Gertrude Carpanin, qui est déléguée aux anciens combattants à la mairie de Saint-Paul, sachant que je suis moi-même un ancien combattant, est venu me voir pour savoir quelle action on pourrait mener sur Saint-Paul, et en réfléchissant un petit peu avec quelques personnes, on s'est dit qu'une commémoration des combattants réunionnais à la bataille de Verdun en 2016, puisque cette demande a été faite en 2016, pourrait permettre à Saint-Paul de marquer aussi à son tour l'événement de la commémoration du centenaire. Donc on est parti sur ce premier projet de construire cette première stèle commémorative des combattants réunionnais à la bataille de Verdun. On va juste rappeler donc que cette bataille a eu lieu donc entre février et décembre. C'est ça, entre 21 février 1916, 9 décembre 1916. C'est une bataille dans les statistiques, on pourra peut-être en parler un petit peu plus tard, mais qui est juste hallucinante en termes de morts, de blessés, d'investissements, de combattants, de moyens déployés. On n'avait jamais vu ça. Et on va même dire que l'issue même de cette bataille va définir de l'issue de la guerre. Ça a été un tournant. Ça a été un tournant, non seulement un tournant au niveau de la technique de combat, des moyens développés, mais aussi, je dirais, dans le moral des troupes françaises. C'est vraiment là où les troupes françaises ont pris l'ascendant sur les troupes allemandes. Il y a eu vraiment un tournant à ce niveau-là. Et à l'issue de cette commémoration, qui s'est donc très bien déroulée le 23 février 2016 à Saint-Paul, où on a célébré ces 55 combattants réunionnais tombés au champ d'honneur sur la bataille de Verdun, je me suis rendu compte, en faisant ce projet, qu'il n'y avait jamais eu de monument commémorant un département ou des départements d'outre-mer français sur la métropole. Pas forcément à Verdun, mais sur la métropole. Et donc j'ai proposé à Madame Carpanin et au maire de Saint-Paul de continuer l'action en faisant une stèle jumelle à celle de Saint-Paul qui serait implantée en métropole. On ne savait pas trop où au début par rapport à la signification, mais là on voulait commémorer pas seulement les 55 Réunionnais tombés à Verdun, mais l'ensemble des Réunionnais qui avaient été mobilisés pendant ce premier conflit mondial, ceux qui avaient été blessés et ceux qui bien sûr étaient tombés au champ d'honneur.
Il s'est trouvé que le champ de bataille de Verdun étant quand même la bataille emblématique de la Première Guerre mondiale, je me suis plus dirigé vers cette destination pour implanter cette première stèle. Et le côté historique vraiment de ce projet, c'est que on est donc sur une première stèle des Outre-mer implantée en métropole et une première stèle jumelle. Ça s'est jamais fait avant. Ouais, comment la professeure de lettres et d'histoire a amené ses élèves à participer à ce projet? Alors, c'est vrai qu'en tant que professeur de lettres et d'histoire, nous avons donc dans notre programme d'histoire de lycée l'enseignement de la Grande Guerre. Et dans le cadre du centenaire, donc, qui avait été initié par le président Hollande donc, en 2014, a fait écho, bien entendu, dans certainement tous les établissements scolaires, et puisque beaucoup d'établissements scolaires ont travaillé autour de cette thématique. Et il se trouve donc que moi-même, avec une classe, donc, nous avons mis en place donc, une leçon et une progression intitulée « De la Réunion à Verdun sur les pas d'un soldat réunionnais », ou des soldats réunionnais, plutôt des poilus réunionnais. Et j'avais voulu en fait montrer à mes élèves comment s'est située la Réunion pendant cette période, comment vivaient les gens, comment les poilus sont partis, qui étaient-ils, comment les gens, de quoi vivait-on également sous cette période de guerre. Et il se trouve donc que les élèves ont apporté en classe des socles d'obus qui ont appartenu à leur arrière-grand-père, qui ont apporté des lettres qu'ils avaient gardées précieusement à la maison. Donc nous avons travaillé autour de cette thématique. Nous avons même au lycée proposé, puisque je travaille au lycée hôtelier de Saint-Paul, un repas autour donc de la thématique de produits d'antan de cette époque-là. Donc nous avions avec les élèves donc cuisiniers, restaurants du lycée travaillé également autour de cette thématique. La progression finie, je me suis dit mais pourquoi pas sortir du lycée et porter le projet au-delà d'un établissement scolaire et faire profiter toute la Réunion. Et c'est à ce moment-là donc que je suis allée rencontrer M. Forestier pour lui parler donc de ce projet. Et bien entendu, le maire de Saint-Paul a suivi donc la construction de la première stèle dont il vient de vous mémorer ici, et puis la deuxième stèle qui est partie donc aussi à un niveau national. À quel moment l'office, M. Pince-Marie, est intervenu dans ce projet? Quand on a pris connaissance en fait du projet qui était déjà bien parti là sur Saint-Paul, moi en tant que directeur de cet établissement public, on a bien entendu soutenu cette initiative. D'ailleurs, je me souviens que ça a été un réel succès avec une grande population présente, avec beaucoup d'élèves qui étaient là, organisé d'une manière magistrale par Monsieur Benoît Forestier et Madame Carpana. J'ai été surpris par le professionnalisme. Et quand a émergé l'idée de faire une stèle jumelle en métropole, bien évidemment l'office a suivi, pas directement, mais plutôt en mettant en relation, en mettant en relation avec des personnes qui pouvaient être entre guillemets utiles pour que le projet puisse aboutir. D'accord. Alors, on va essayer, nous, de nous replonger un petit peu dans l'ambiance de cette cérémonie du 13 octobre, au moment de la remise de terre. Je voudrais d'abord proposer d'écouter M. Teinturier, qui est sous-préfet. Il a fait un discours qui a vraiment posé le cadre. Je vous propose de le réécouter. La terre de la Réunion va bientôt rejoindre la terre de Douaumont. Une terre de France va en rejoindre une autre. Car c'est au fond la même terre, la terre de France. L'acte symbolique qui nous rassemble ce matin instaure en effet une forme inédite de continuité territoriale, mêlant l'espace et le temps. Car l'union des terres souligne bien sûr l'unité historique fondée sur le vouloir vivre ensemble. L'histoire de France est l'histoire de la Réunion, comme l'histoire de la Réunion, elle est celle de la France. La terre des ancêtres réunionnais rejoint la terre des morts, celle de tous ces Français venus des 4 coins du territoire métropolitain, mais aussi de tous les points du globe, pour venir au secours de la patrie menacée. Le sacrifice des enfants de la Réunion revêt néanmoins une dimension particulière, parce qu'elle a amené de jeunes gens à quitter leur case et leur île pour l'inconnu lointain, par-delà les mers et les océans. Ce sont quelques 15 000 Réunionnais qui ont ainsi été mobilisés. 6 000 ont participé au combat, que ce soit dans les Dardanelles, en Macédoine, ou dans les tranchées de la Somme et de Verdun.
Beaucoup y ont fait montre de bravoure, beaucoup y ont perdu la vie. Certes, la terre succède d'abord au sang et la stèle aux ossements. Mais au-delà de l'hommage rendu aux morts, c'est un message d'espoir qui est adressé aux générations futures. Car c'est bien aux vivants et à leurs descendants que votre message s'adresse pour les siècles et les siècles. Demain, grâce à la stèle commémorative des combattants réunionnais, les visiteurs de l'ossuaire, qui viennent de métropole ou d'outre-mer, n'oublieront pas que des Réunionnais sont tombés au champ d'honneur pour la France. Tous en éprouveront gratitude et reconnaissance. Les arrière, petits-enfants de poilus réunionnais ressentiront bien sûr une grande tristesse, mais aussi, sans doute, une pointe de fierté. Car ce qui nous unit tous, au-delà de nos ancêtres, ce sont nos valeurs communes. La terre, c'est celle des morts, mais aussi celle des racines et de cette sève républicaine qui nous tient debout. La terre réunionnaise et la stèle qui en constituera l'écrin nous rappelleront à nous-mêmes. Elles nous inviteront à nous garder d'imiter les somnambules de 1914 en nous tenant toujours éloignés des discours de haine et en cultivant au contraire la tolérance et l'humanisme. La question, c'est que dans la stèle, à La Réunion, il y a de la terre de Verdun, c'est ça? Oui, l'intérêt... juste avant, je vais demander à la régie de lancer la stèle donc à La Réunion, la stèle qui a été donc installée à La Réunion. Nous, on va continuer. Alors l'intérêt de la stèle, l'intérêt de la stèle de La Réunion, c'était donc de commémorer. Il y a deux commémorations différentes. C'est deux stèles jumelles, mais avec deux commémorations différentes. Il faut bien comprendre que sur la stèle de La Réunion, on commémore les 55 combattants réunionnais qui sont décédés, qui sont tombés au champ d'honneur pendant la bataille de Verdun en 1916. Ils sont 55. Et l'intérêt de cette stèle ici implantée à La Réunion, c'était de faire venir de la terre de Verdun et de la mettre au cœur de cette stèle. Il y a ici également dans cette stèle le fichier informatique qui récapitule tous les mobilisés réunionnais pendant cette grande guerre et tous ceux qui sont tombés au champ d'honneur à Verdun. Donc il y a un message à l'intérieur, plus un message de paix éventuellement pour les générations futures si un jour cette stèle est détruite pour des raisons X ou Y. Ils pourront retrouver l'historique de cette stèle. D'accord, on va regarder tout de suite la stèle qui a été donc faite à Verdun, ou à Doumont plutôt. Donc, je vous propose de regarder la stèle qui a été donc construite pour montrer un petit peu aussi le côté du fait que c'est jumelle. Donc, voilà la stèle qui est donc posée à Doumont. Et là-dedans, il y a de la terre, donc, on verra tout à l'heure de cette terre-là, mais là, on va le dire tout de suite, il y a de la terre de La Réunion. Il y a la terre de La Réunion. D'ailleurs, la cérémonie qu'on a regardée où le préfet de Saint-Paul, le sous-préfet de Saint-Paul, prend la parole. C'est en effet le 8 octobre 2018, lors de cette cérémonie, que oui, excusez-moi, donc j'ai perdu un petit peu le fil de... Non, je vois que les images... Voilà, les images me perturbent un peu. Et c'est vrai que ça fait beaucoup d'émotions. On verra tout à l'heure les images de la cérémonie donc à Doumont. Rappelez donc que juste dans cette salle-là, il y a donc de la terre. Alors, il y a la terre de La Réunion. Il y a la terre de La Réunion. Et l'objectif, c'était justement que toutes les communes soient associées, puisque on ne fait pas de discrimination par rapport aux combattants. Ils ont tous été au même endroit, ou même, bon, s'ils n'ont pas tous été en métropole, il y en a qui ont été en Turquie, d'autres en Italie, mais ils ont combattu tous pour la France, pour la République, ses valeurs et nos libertés. Donc, l'intérêt pour la stèle qui est implantée à Doumont, c'était de faire venir à Doumont de la terre de La Réunion et des 24 communes. C'est pour ça qu'il y a eu cette cérémonie le 13 octobre, où on a fait venir les représentants des communes avec de la terre de chaque commune et que cette terre a été insérée au cœur de la stèle qui est implantée à Doumont. D'accord. Alors juste pour revenir à cette donc cérémonie du 13 octobre, samedi 13 octobre, il y a eu de la part des élèves, des jeunes, donc ces lectures de lettres de poilus, de soldats qui étaient donc dans les tranchées. J'ai retenu une lettre, parce que je ne voulais pas tout rediffuser, mais une lettre, c'est la lettre à Karl, que je vous propose d'écouter. On est venu nous chercher avec des véhicules et on nous a menés jusqu'à quelques kilomètres du front de Verdun. Vous ne pouvez pas savoir ce qu'on a vu là-bas. Nous nous trouvions à la sortie de Fleury, devant le fort de Souville. Nous avons passé 3 jours couchés dans le trou d'obus, à voir la mort de près, à l'attendre à chaque instant. Et cela sans le moindre coup d'eau à boire et dans une puanteur de cadavres. Un obus recouvre les cadavres de terre, un autre les exhume à nouveau. Quand on veut se creuser dans la boue, on tombe tout de suite sur les morts. Je faisais partie d'un groupe de camarades et pourtant,
Chacun ne priait que pour soi. Je vais aussi écrire à Auguste. Je vous embrasse de tout cœur et vous recommande à Dieu, votre fils et frère reconnaissant, Karl. Monsieur Passemaille, la leçon n'est pas très audible, mais on voit quand même que quand le soldat raconte comment il vit, je veux dire, c'est vraiment de redonner aussi à cette guerre, à faire en sorte que les gens se rendent compte que cette guerre-là a été vraiment particulière, elle a été très dure aussi. Il y a bien entendu une réalité humaine, on s'en rend compte aujourd'hui. D'ailleurs, on n'enseigne plus l'histoire aujourd'hui comme on l'enseignait il y a 30 ou 40 ans en arrière. On étudie, et là, Madame Carpana sera certainement d'accord avec moi, c'est par exemple le soldat dans les tranchées. Avant, on étudiait l'histoire avec les grandes batailles, les généraux, les manières dont les armées se déplaçaient. Et aujourd'hui, on est un peu plus sur la vie au quotidien. Qu'est-ce qui se passait pour le soldat, mais aussi pour sa famille. Voilà, il y a des choses. On est un peu plus dans l'affectif, je dirais, dans l'enseignement de l'histoire aujourd'hui. Et le fait que ça soit une jeune fille qui lise cette lettre, il y a quelque chose d'émouvant. Et je pense que la transmission de la mémoire se fait de meilleure manière lorsqu'elle se fait comme ça. Parce que dès qu'on touche à l'affectif, forcément, eh bien, ça interpelle, et pour soi et pour les autres. Se souvenir, devoir de mémoire, la question, elle se pose à chaque moment de commémoration. Mais il y a une chose quand même, rendons à Saint-Paul cette justice, c'est qu'il y a ce jardin de la liberté dans lequel il y a le poilu de ma fête, il y a le monument, mais il y a aussi le nom de ceux qui sont tombés pendant cette Première Guerre mondiale. C'est donc la Réunion qui se souvient, mais c'est Saint-Paul qui montre l'exemple. On regarde Souvenir à la Réunion. On voit les noms, on voit les quartiers, La Saline, Bonne-Nève, Guillaume, on voit Saint-Gilles-les-Bains. En tout cas, je disais que Saint-Paul montre l'exemple, on a les noms sur le monument aux morts. C'est vraiment quelque chose de particulier, ce jardin des libertés finalement. Alors en effet, le jardin des libertés donc s'y prête, qui a été rebaptisé, c'était le square du 18 juin, donc qui a été rebaptisé l'année dernière, en 2018, et lors d'une cérémonie également. Et c'est vrai que ce jardin s'y prête, et c'est un endroit magnifique où on peut dire justement tous ceux qui ont combattu pour des libertés s'y retrouvent, et notamment les noms des poilus, et notamment des 55 poilus saint-paulois qu'on a commémorés en 2014. Et pour cela, donc, je voudrais aussi profiter encore une fois pour remercier donc M. Passemaille, qui se trouve ici même en face de moi, et qui a fait un travail magnifique sur la mémoire, notamment dans les cahiers australes, sur les noms de tous ces poilus réunionnais qui ont participé à cette grande guerre, et qui, j'espère, depuis l'année dernière, donc novembre de l'année dernière, les communes ont eu justement ces noms et devaient pouvoir les porter sur les monuments de toutes les communes. Et là, M. Passemaille, bien sûr, est plus à même à parler que moi. Je vais en toucher deux mots, puisque effectivement, ça c'est un travail qui me tient à cœur. C'est un travail de 4 ans, ça remonte à 2014. On a réalisé avec une équipe de bénévoles et puis des étudiants également la liste complète de tous les poilus réunionnais qui sont morts pour la France. On y a même rajouté ceux qui n'avaient pas été reconnus dans un premier temps. Alors, je pense aux gens, aux cas de suicide, aux cas de maladies non reconnues, aux cas de fusillés pour l'exemple. Et donc, on a pu rétablir cette fameuse liste des 1350 réunionnais morts pour la France. Et commune par commune, on a établi des tableaux faisant apparaître les manquants, puisqu'il manquait un peu plus de 300 poilus à l'échelle du département sur les 24 communes. Et chaque commune a reçu un tableau qui avait été contrôlé, validé, etc. Évidemment, on ne fait pas les choses à la légère. Et Saint-Paul a été une des communes qui a réalisé ce travail. Alors, je dois dire que la plupart des communes à La Réunion l'ont fait.
Il reste encore 4 ou 5 communes qui, je n'en doute pas, le feront en 2019. Mais là, on va dire que les 3/4 des communes ont fait le travail. Ça, c'était important parce que je pense que c'est le minimum des hommages qu'on puisse rendre à un soldat qui est mort, c'est qu'on puisse le retrouver au moins sur un monument. Ça a été fait. Je remercie d'ailleurs la quasi-totalité des communes qui a fait le boulot. C'est une sorte de réhabilitation. Voilà. Réhabilitation, et je vous pose la question à l'ancien combattant. C'est quelque chose de particulier aujourd'hui quand on voit lors des commémorations la solennité. On voit comment ceux qui sont là, les anciens combattants, sont vraiment empreints d'émotion. Et c'est quelque chose qui touche parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement des anciens combattants, mais on voit autour les générations qui suivent participent à cette émotion. Oui, c'est important. Juste avant de répondre à la question, je reviens sur l'exemplarité de Saint-Paul. Saint-Paul, en 1921, a été la première commune de l'île à construire ce monument aux morts. Donc, elle a déjà été précurseur en 1921, à l'issue de la Première Guerre mondiale, pour la construction de ce monument aux morts, et les autres communes ont suivi. Donc, c'est vraiment Saint-Paul qui, je dirais, est un petit peu quelque part le fer de lance dans les commémorations. Par rapport à ce que vous dites, il faut savoir qu'il y a 4 générations du feu. La première génération du feu, c'est la génération 14-18. La deuxième génération du feu, c'est la génération 39-45. La troisième génération du feu, c'est la génération, tout ce qui est guerre d'indépendance, c'est-à-dire Corée, Indochine, Algérie. Et maintenant, la quatrième génération du feu, c'est toutes les opérations extérieures, ce qu'on appelle OPEX depuis 1962, fin de guerre d'Algérie, 72-78, toutes les opérations qui ont lieu dans le monde entier, où la France a participé. Donc moi, je suis un ancien combattant de la quatrième génération du feu. Et il y a, je dirais, une filiation, je dirais notamment naturelle, puisque moi, mon grand-père a combattu toute la guerre 14-18 de la première génération du feu. J'ai 3 oncles qui ont fait 39-45, 2 sont morts. J'ai encore 2 oncles et un parrain qui ont fait la Corée, l'Indochine et l'Algérie, 3e génération du feu. Moi, j'ai repris le flambeau, je dirais, au niveau familial. Mais même s'il y avait au cœur des familles pas forcément cette filiation, il y a cette reconnaissance de ce qu'ont fait les anciens. Il faut bien savoir que nos libertés ne sont pas acquises pour toujours et que les garants des libertés, parfois, sont obligés d'aller combattre pour pouvoir les maintenir. Et on le voit encore aujourd'hui avec ce qui peut se passer dans l'actualité moderne et contemporaine. Les guerres ont changé de physionomie, on n'est plus sur les guerres de masse, mais maintenant, avec le terrorisme, on est obligé d'intervenir même sur des endroits, voire même sur le sol métropolitain. Et il y a forcément, malheureusement, toujours des combattants qui sont blessés ou qui décèdent pendant leur mission. Et cette mémoire est importante parce que même si, je dirais, la personne civile n'a pas conscience tous les matins en allant au travail qu'elle a la chance de vivre dans un pays en paix, qu'elle peut aller chercher son pain, aller travailler, rentrer le soir sans problème, il y a beaucoup de pays dans le monde où c'est pas le cas. Et donc il faut en avoir conscience un petit peu et si cette paix est maintenue, c'est parce que nous avons d'abord un État qui est fort et ensuite une armée qui est dotée de matériel et d'hommes compétents de façon à maintenir ces libertés en place. On va regarder, je vous ai parlé des anciens combattants, de leur émotion. On va aller voir cette émotion pendant que la Marseillaise se joue. On va revoir ça et puis on va faire une petite pause puisqu'il y aura la pub et on se retrouve juste après.
Bien donc à l'émission, on parle de la Première Guerre mondiale, on parle de deux stèles, l'une inaugurée en 2016 donc à Saint-Paul, l'autre inaugurée en 2018 donc à Douaumont. Et pour en parler, j'ai sur ce plateau donc Marie-Gertrude Carpanin, donc professeure de lettres et d'histoire au lycée hôtelier de Saint-Paul, également conseillère adjointe au maire, déléguée aux anciens combattants, et également conseillère départementale. J'ai également Benoît Forestier, délégué général donc aux souvenirs français, c'est ça, et monsieur Pince-Maille, qui a marqué son prénom parce que j'ai pas retenu, Thierry Pince-Maille, donc lui de l'Office national des anciens combattants. Voilà, donc pour ça, donc vous avez vu plus ou moins, j'avais besoin de faire sa transition avec les anciens combattants, parce que lorsque on parle de remise de terre, c'était quelque chose d'assez particulier. Et là, je vous le dis à vous, à Benoît Forestier et bien sûr à Marie-Gertrude Carpanin, c'est comment faire venir des gens pour amener un peu de terre qui va aller être versée dans cette stèle donc à Douaumont. On va regarder d'abord quelques images de la cérémonie et après on en parle. C'est incroyable de voir que finalement les enfants avaient l'air d'être un peu plus pris que leurs parents. Puis cette belle image de voir un ancien combattant avec une jeune fille qui vient. Et on a vu, en tout cas chez Benoît Forestier, on a vu cette émotion pendant cette remise de terre. En fait, voilà, le but du jeu, c'était de faire venir cette terre de la Réunion à Douaumont, parce que moi j'ai pensé dans ma démarche à ces combattants réunionnais qui étaient à 10 000 km de leur île, qui n'avaient jamais vu la métropole, qui l'ont rencontrée dans des conditions effroyables, particulièrement horribles, et qui n'ont pas eu la chance de retrouver leur île. Et leur redonner de la terre, pour moi, c'était très symbolique, de leur ramener la terre vers eux, vers là où ils avaient fait leur sacrifice ultime. Mais j'avais pas tout à fait mesuré l'émotion que ça allait amener ici sur l'île, et les gens ont adhéré, mais comme un seul homme, je dirais, de tout cœur, voilà, avec une spontanéité incroyable. Et les gens, les enfants, comme les adultes, se sont investis dans cette mission. C'était vraiment une mission. Et ils sont venus déposer cette terre. C'était extrêmement émouvant. Et ça prouve que les valeurs sont là, quoi. Mais quand même, les gens sont là, ils sont attentifs à ça. Marie-Gertrude Carpanin, quand on parle d'enfants, et c'est quelque chose que je vais dire, c'est que quand on dans votre classe, vous avez demandé de ramener quelque chose de cette période, évidemment, on a l'impression qu'ils ont ouvert un livre, finalement, pour lire l'histoire de la famille. Tout à fait. Je pense que toute cette période, depuis l'inauguration de la première stèle jusqu'à la deuxième à Douaumont, en passant par la remise des terres, avant donc la remise des terres du 13 octobre qu'on voit ici, il y avait le coup d'envoi qui était donné à Saint-Paul en présence de M. Pince-Maille et de tant d'autres personnalités de la Réunion le 8 octobre, une semaine d'avant. Donc Saint-Paul avait donné le coup d'envoi. Et c'est vrai que on a l'impression, en effet, vous le dites justement, qu'il y a un livre qui s'est ouvert et on a voulu aussi que la Réunion s'approprie cette histoire
histoire à travers ce livre, à travers cette période. Il y a eu aussi tout un programme mis en place, mais également une information au niveau de la mairie de Saint-Paul, au niveau de la communication, pour que La Réunion, les communes s'en emparent, que les élèves, les enfants viennent, les enfants des écoles, les personnes civiles, militaires, etc. Et moi-même, dans mes salles de classe, lorsque les élèves m'ont apporté ces objets qui ont appartenu à leurs aïeux, ça a été, c'est allé au-delà de ce que je pouvais espérer. Et c'est là que j'ai bien compris qu'il y avait vraiment une histoire commune qui peut-être quelque part avait été oubliée, puisque ces poilus de La Réunion n'avaient jamais été commémorés au niveau national. Donc c'était le moment aussi d'ouvrir ce livre, de partager cette histoire avec toute La Réunion, et puis pas de fermer, puisque la stèle de Douaumont, qu'on verra un peu plus tard, va nous permettre aussi de faire vivre maintenant toute une histoire dont le livre s'est ouvert. Là-dessus, Thierry Passemaille, la mémoire, le devoir de mémoire, se souvenir. Tout à l'heure, on disait qu'on apprend la guerre d'une façon différente à l'école. Comment faut-il encore aller un peu plus pour que, au-delà de devoir de mémoire ou de souvenirs, pour que le passé soit présent, mais dans la construction de l'individu? La question est difficile, mais je vais tenter d'y répondre. Je crois que c'est une affaire de longue haleine, en fait. On ne doit pas faire ça coup par coup. Ça se prépare, je dirais, dès le primaire jusqu'à quasiment l'université. Et ça ne doit pas être, entre guillemets, dispensé par une seule type de personne, soit la famille, soit l'éducation nationale. Ça doit être un tout. Société civile également. Et ce genre d'initiative, moi je rejoins complètement Benoît Forestier, quand on dit qu'il y avait de l'émotion. Et effectivement, voir des anciens à côté de jeunes, qui déposent de la terre ensemble, la terre de La Réunion qu'on va retrouver en métropole, l'inverse également existe, eh bien on construit. On construit et on éduque en même temps. Et on transmet des valeurs. Voilà, donc toutes les valeurs ne sont pas perdues. Je suis assez optimiste quand même. On se rend compte qu'à travers ce type d'initiative, eh bien, on se rend compte que les jeunes y adhèrent. On parle de valeur de vivre ensemble. C'est quelque chose qui est réel, ou bien on dit à la guerre, on partage. On cherche pas à savoir d'où vient celui qui est à côté. On est dans la même gadoue, et là le mot est bien posé. Clairement, les soldats qui sont côte à côte, peu importe leur origine, l'endroit où ils sont nés, la couleur de leur peau, ils sont effectivement ensemble. Il y a une vraie solidarité. Je crois que Benoît saura le dire mieux que moi, mais cette solidarité, elle existe et elle se transmet aussi. Voilà, c'est ça qui est important. Se tourner vers les familles, se tourner vers l'éducation nationale pour effectivement que ces jeunes puissent eux-mêmes transmettre à leur tour à leurs propres enfants. Voilà, c'est ça l'idée. Alors, quand on parle de vivre ensemble, parce que à Verdun, il y a eu beaucoup de rencontres, et bien sûr pour Benoît Forestier et pour Marie-Gertrude Carpanin. On va écouter, on aura le maire de Verdun, le maire de Douaumont. On va commencer par écouter le maire de Verdun, donc Samuel Hazard. Voilà ce que lui parle quand il parle du vivre ensemble. C'est une immense fierté et un honneur pour la ville de Verdun, cité universelle, capitale mondiale de la paix, d'accueillir le président de la République, hier Emmanuel Macron, le 6 novembre. C'est vrai qu'il y a 2 ans, nous avons eu la chance d'accueillir le président Hollande et Angela Merkel dans le cadre du centenaire de la bataille de Verdun. Et je m'adresse à vous, chers frères et sœurs réunionnaises, réunionnais. Ici, des enfants de chaque commune de France, France métropolitaine et ultramarine, se sont sacrifiés pour nos libertés. Donc cette cité de Verdun, elle vous appartient également. Et nous devons continuer à perpétuer leur mémoire, la mémoire de nos aïeux, mais aussi perpétuer cette histoire pour que nous puissions vivre et vivre libres. Un peu de la terre réunionnaise aujourd'hui sur cette terre de Verdun. C'est un lien un peu plus fort entre déjà 2 communes finalement, une commune et une île finalement, et un département d'outre-mer. Oui, mais au-delà de la distance, ce qui est le plus important, ce sont les échanges humains et les valeurs et les principes pour lesquels nos aïeux se sont sacrifiés. La liberté, l'égalité, la fraternité. Et alors je ne suis encore jamais venu à La Réunion, mais j'escompte bien un jour venir chez vous, sur cette belle terre de France et d'outre-mer,
où les valeurs sont celles du respect, de la tolérance et du vivre ensemble. Et le vivre ensemble, en effet, cette union sacrée, il y a un siècle, la France sera héroïquement défendue par tous ses fils. Au-delà des différences et des divisions, il y a la France républicaine. Monsieur le maire, comment aujourd'hui faire que la France, dans son ensemble, dans l'éducation, dans l'histoire, comment faire que le devoir de mémoire ne soit pas qu'un moment cérémonial, un moment solennel, mais un moment de vivre ensemble justement tout au long de l'année? Vous avez raison. Alors, je suis professeur d'histoire de formation. Alors, évidemment, ce devoir d'histoire et de mémoire, on n'est plus au temps de la mémoire aujourd'hui. On est vraiment au temps de l'histoire et de l'appréhension des faits aux jeunes générations. Aujourd'hui, je recevais avec le commandant Gréco des jeunes du Var, de classe de seconde et de première. Je pense qu'il est important que les enseignants, que les collectivités françaises et internationales, on reçoit beaucoup d'Allemands, d'Anglais aussi, d'Américains cette année, parce qu'il y a eu 80 nationalités qui ont combattu sur le champ de bataille devant Verdun. Il est important de venir sur cette terre, ici, où l'Europe s'est aussi construite, sur les cendres et après cette barbarie. Le vivre ensemble, c'est quoi? C'est tout simplement inculquer ces valeurs de respect, de tolérance, se dire qu'une nation, c'est une communauté d'hommes et de femmes qui partagent la même histoire, la même langue et qui a surtout la volonté de vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est aussi notre devoir à nous, élus, et à chacune et à chacun, au-delà des différences, comme je le disais, mais le fait de vouloir écrire une histoire, notre histoire individuelle et collective, en défendant la République, parce que nous sommes tous les enfants de la République. C'était à chaque fois qu'il se retournait la tête, Samuel Lazare, il regardait donc Marie-Gertrude Carpana. Ça faisait quoi à ce moment-là, dans cet échange avec le maire de Verdun? C'est vrai que c'était un moment très particulier, un moment très très fort. J'aurais tellement aimé que toute la Réunion puisse assister. Bon, malheureusement, toute la Réunion n'a pas pu assister à cette commémoration. Mais je veux dire, l'information existe aujourd'hui et la vidéo est là, présente, pour montrer justement qu'il y a eu un moment d'histoire importante, extrêmement importante, qui s'est jouée à ce moment-là. Et ce qu'il dit est très juste. Il résume entièrement donc ce dont nous sommes venus parler aujourd'hui sur votre plateau, à savoir commémorer, c'est bien, mais transmettre, c'est vraiment la chose la plus fondamentale, il me semble, aujourd'hui, dans notre société, et au vu, en plus, des événements qui se passent autour de nous, ce monde qui va vite, et ces nations, ces peuples, et même notre peuple français, nos Français de notre République française qui se cherchent. Donc, c'est encore plus vrai, je dirais, aujourd'hui. Et c'est vrai que ça a été pour moi un moment d'émotion extrêmement importante. Donc merci à Benoît Forestier d'avoir insisté pour que... Alors, il faut préciser que le monument que l'on voit sur sur la vidéo, c'est le monument de la victoire de Verdun. C'est-à-dire que ce monument a été construit à l'issue de la guerre et dans la salle qui se trouve sous la statue de ce guerrier franc, parce qu'en fait c'est un guerrier franc qui garde la frontière franco-allemande, se trouve le nom de tous les combattants français et réunionnais qui ont participé à cette bataille de Verdun et qui ont reçu la médaille de la ville. Et je ne le savais pas, et j'ai eu l'extrême bonheur et chance de retrouver la carte de mon grand-père qui a combattu à Verdun. Donc c'était pour moi un moment aussi de grande émotion parce que je savais que mon grand-père avait reçu la médaille de la ville, mais je ne savais pas que son nom était inscrit à l'intérieur. Et on peut retrouver ce parallèle sur la stèle qui est maintenant à Douaumont. Les Réunionnais peuvent retrouver là leur ancêtre, même s'il est rentré, ils le retrouveront parce qu'il est là. Puisqu'on parle de Douaumont, j'allais dire que on va quand même faire un clin d'œil au maire de Verdun, au maire de Douaumont, pour l'accueil d'ailleurs qui a été vraiment d'une qualité exceptionnelle. D'ailleurs, je vais vous proposer d'écouter donc le maire de Douaumont, Olivier Gérard, lui aussi a fait un accueil chaleureux aux Réunionnais. Chers collègues, chers amis réunionnais, chers amis. Les soldats réunionnais mobilisés pour la Grande Guerre, c'est une partie de l'histoire de France méconnue en métropole, comme des Réunionnais eux-mêmes. Tout d'abord, vu d'ici, la Réunion nous paraît très loin. D'ailleurs, l'ordre de mobilisation mettra 3 jours à arriver jusque dans ce petit coin de paradis, par cablogramme. En 1914, les moyens militaires français sont très minces, puisque seulement 3 officiers encadrent les jeunes recrues réunionnaises.
Mais malgré tout, les citoyens français de l'île de la Réunion ont à cœur de venir défendre la mère patrie. 10 000 se retrouveront sur les champs de bataille du nord de la France, à Verdun, dans la Marne, mais aussi sur les fronts d'Orient et des Dardanelles. Malgré qu'à la Réunion, il n'y ait pas une culture de la guerre, ces fils ont trouvé la poigne et le courage d'aller combattre dans des contrées pluvieuses, mais surtout beaucoup plus froides que les températures qu'ils subissent habituellement. Ils ne démériteront pas, enlevant quelques 223 citations pour acte d'héroïsme. Alors oui, Douaumont est fier d'accueillir aujourd'hui une stèle pour rappeler le combattant réunionnais en métropole, mais nous n'oublions pas le courage en général des ultramarins venant des 4 coins du globe pour sauver la métropole. Je vous remercie. Donc, du maire de Saint-Paul, je vous remets ce magnifique cadeau, ce livre qui a été choisi par le maire de Saint-Paul lui-même. Il a écrit un petit mot à votre attention et il vous remercie vraiment infiniment, sincèrement, pour nous avoir facilité donc pour la construction de cette stèle qui rend hommage à nos pères réunis sur un lieu emblématique comme le vôtre, c'est-à-dire C'est normal. La métropole pense aussi aux Réunionnais et donc à tous ces ultramarins qui sont décédés sur le champ de bataille. Merci à vous, 100 ans après. Et remercie chaleureusement le maire de Verdun. Je lui dirai et puis je pense qu'un jour, vous aurez l'occasion de le voir. Il viendra le voir. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. L'accueil que je disais qui a été extrêmement chaleureux, je trouvais que que ce soit à Verdun, que ce soit à Douaumont, en tout cas, j'allais dire le respect aux Réunionnais qui se sont battus est réel et vraiment est témoin perceptible. Ils ont eu une grande fierté d'accueillir cette stèle. Ouais. Moi, j'ai été... je m'attendais à ce qu'on me donne les autorisations, parce que le projet était beau, était grand, était national, c'était un hommage. C'était la première fois qu'on honorait un département d'outre-mer sur le territoire métropolitain. Je m'attendais à un accueil plutôt favorable, mais là on a eu plus qu'un accueil favorable. On a eu une grande fierté de la part des Meusiens, des différents maires, parce que là on voit le maire de Verdun et on voit le maire de Douaumont. Mais il y a plein de petites communes, et notamment les communes des villages détruits qui ont été détruites, qui nous ont vraiment accueillis, mais avec fraternité. C'est-à-dire vraiment avec chaleur et fraternité, et ça faisait chaud au cœur. C'était incroyable d'avoir cet accueil-là et ce respect. C'est-à-dire que là il y a eu un respect par rapport aux combattants réunionnais et la mise en œuvre de cette commémoration. Vraiment, on a été accueillis de façon royale. Non seulement l'accueil a été chaleureux, mais l'émotion chez Benoît Forestier et également chez Marie-Gertrude Carpana était très perceptible. Je vous propose d'écouter d'abord Benoît Forestier et ensuite Marie-Gertrude Carpana. Nous sommes aujourd'hui rassemblés sur cette terre sacrée et historique du village de Douaumont, non pas pour commémorer le souvenir d'un combat, d'une victoire ou la mémoire d'un homme célèbre de l'île de la Réunion ou de notre nation, mais tout simplement, ou pour faire l'histoire, je dis bien oui, l'histoire. Il y a 100 ans, pendant le premier conflit mondial, la Grande Guerre de 1914-1918, l'île de la Réunion a contribué volontairement et de façon significative à la protection et la conservation des valeurs de notre République française en envoyant ses fils combattre sur le sol de la métropole, d'Italie et de Turquie. 10% des habitants de l'île de la Réunion, soit 14 500 Réunionnais, sont partis vers l'inconnu, vers la métropole, en guerre contre l'Allemagne. 1380 d'entre eux n'ont jamais revu le ciel bleu de l'océan Indien et de leur île natale. Ils sont partis vers l'effroyable, l'inconcevable, l'inimaginable, vers l'horreur, une première guerre moderne, industrialisée et déshumanisée, qui fera au total 10 millions de morts sur la planète et des centaines de millions de blessés, de mutilés et d'invalides. Ceux qui sont revenus sur leur île, en apparence sains et saufs, ont été marqués à jamais par les épreuves endurées, des conditions de vie inhumaines, les épreuves du combat et l'attente de la mort soudaine à chaque seconde. Pourtant, ayant contribué au même titre que chacun des 10 millions de combattants français à la préservation des valeurs de notre République et à la défense de nos libertés individuelles et collectives, en 100 ans, ils n'ont jamais été honorés sur le sol métropolitain par un monument érigé en leur mémoire. Leur sacrifice, pour certains ultime, a contribué à ce que notre île devienne, quelques décennies plus tard, un département alors qu'elle n'était qu'une colonie depuis 1635. Ses fils et petits-fils d'esclaves, ses fils et petits-fils de planteurs, ses fils et petits-fils d'engagés, ses fils du monde entier qui s'étaient installés sur l'île de la Réunion, ses fils de la Réunion, quelle que soit leur origine ethnique, culturelle et cultuelle, n'ont pas hésité un seul instant
à s'engager dans le combat de leur vie au risque de tout lui sacrifier. Aujourd'hui, ensemble, nous allons réparer cet oubli de l'histoire en leur permettant de retrouver de la terre natale de leur île, près de là où ils sont tombés, là où ils ont souffert, là où leur espoir de retour était quasiment impossible. Cette terre de l'ensemble des 24 communes de La Réunion, qui a été apportée par la population réunionnaise, vient symboliquement aujourd'hui ceux qui n'ont pas eu le bonheur de revoir leurs carreaux de gazon, leurs champs de canne, leurs cases, leurs pieds de bois, leur île natale. Cet événement est historique à plus d'un titre. Tout d'abord, c'est la première fois dans l'histoire de notre pays qu'une stèle commémorant les combattants d'un département français d'outre-mer, tout conflit confondu, est implantée sur le sol métropolitain. C'est également la première fois qu'un monument commémorant les combattants réunionnais, tout conflit confondu, est érigé sur le sol de France, et c'est la première fois qu'une stèle implantée sur le sol d'un département d'outre-mer voit un monument jumeau implanté sur le sol de la mère patrie. Il y a 100 ans, sonnait dans le ciel de France, sur tout le front de l'Est, le clairon de l'armistice. Après 40 ans d'une guerre terrible, où s'affrontèrent les nations du monde entier, enfin, une lueur de paix surgissait en ce 11 novembre 2018. Nous savons tous le constat terrible et effroyable de ce premier conflit moderne et industrialisé qui changera jusqu'à nos jours l'équilibre mondial et la façon pour les hommes d'exercer leur pouvoir d'autodestruction. Les combattants de 14-18 ont consenti ce terrible sacrifice en vie humaine et les conditions de vie inimaginables dans les tranchées, pensant que cette guerre était la guerre des guerres. Aujourd'hui, nous savons qu'elle ne fut que la première guerre des conflits modernes et la dernière des temps passés. Parmi ces combattants de 14-18, 14 500 d'entre eux furent réunionnais. Ils prirent part aux combats en France, en Italie et en Turquie. Pourtant, 100 ans après, aucun monument ne commémore les combattants des départements français d'outre-mer en général et ceux de l'île de la Réunion en particulier. Aujourd'hui, nous inaugurons donc le monument qui commémore sur le sol métropolitain les combattants réunionnais de 14-18. Le village de Douaumont, village mort pour la France, accueille cette stèle grâce à l'accord de son maire, M. Olivier Gérard, que je remercie ici très chaleureusement. M. Forestier l'a rappelé, vous avez écrit quelques mots en nous disant votre fierté d'accueillir ici vos frères réunionnais. Toute la Réunion vous en remercie. Quel endroit plus historique que le site du village de Douaumont pour accueillir ce monument. La fierté d'un côté et pas seulement au moment de la cérémonie, puisqu'on a eu le plaisir de rencontrer 3 Réunionnais qui avaient fait le voyage pour assister à cette cérémonie. Je vous propose donc d'écouter leurs réactions avant qu'on termine cette émission. Pour vous, en tant que militaire réunionnais, ici dans la Meuse, qu'est-ce que ça représente pour vous, cette stèle ? En tant que jeune sous-officier réunionnais, c'est un devoir de mémoire qu'on a envers nos anciens de la Réunion. Ils n'ont pas hésité à faire 12 000 km pour venir combattre en métropole. Donc, il ne faut pas les oublier. Ça fait plaisir de voir qu'on ne les a pas oubliés avec cette stèle. Aujourd'hui, ça fait 21 ans que je suis en métropole. Où ça ? À Verdun. De voir cette stèle aujourd'hui à Verdun, pour la Réunionnaise de Saint-Gilles-Léo, ça fait quoi ?
Ah, c'est très émouvant. On a attendu 100 ans peut-être, mais aujourd'hui on est fiers. Moi-même, j'ai un mari militaire et un fils qui est réserviste. Et ben aujourd'hui, je pense que ça fait partie de l'histoire, la commémoration à Audomont à Verdun aujourd'hui. Moi, je suis très fière de mon île et je suis très fière de le représenter aujourd'hui à Audomont en métropole à Verdun. La Réunion, c'est un petit peu plus rapproché. Pardon ? La Réunion, c'est un peu plus rapproché. Ah oui, tout à fait. Aujourd'hui, j'avais l'impression que même s'il était un peu nuageux, mais le soleil de la Réunion aujourd'hui était là dans le cœur. Vous avez fait le déplacement exprès pour cette commémoration ? Oui, exprès, envoyé un petit peu par la famille, qui ne pouvait pas trop se déplacer forcément. Et sinon, oui, exprès. De voir cette stèle aujourd'hui sur Verdun, à Douaumont, pas trop loin de l'Ossuaire déjà d'ailleurs, ça fait quoi pour un Réunionnais qui est parti depuis si longtemps de son île et qui a construit sa vie en métropole ? Ça fait chaud déjà au cœur, hein, puisque on repense un petit peu aux anciens qui ont participé à ça. D'ailleurs, on a eu un arrière-grand-père qui a participé. Et un petit peu pour ça que je suis venu ici aujourd'hui, pour ça. Me rappeler un devoir de mémoire, on va dire. Quelle est l'émotion ? Ému, gros cœur, comme on dit, hein, cœur les gros. Fier d'être Réunionnais ? Ah, fier d'être Réunionnais, oui. Surtout à cette époque-ci, quand il commence à faire froid. En tout cas, il a une raison d'être fier, il fait froid. On va terminer, il nous reste 2 minutes là-dessus et on va conclure là-dessus. Thomas Smile, de voir ça, finalement, on voit que le travail qui est fait par chacun d'entre vous ici, en tout cas, porte ses fruits. Bien entendu, c'est réconfortant. Et puis je souligne que la Réunion est en avance là sur cette affaire-là, par rapport aux autres départements d'outre-mer, hein, j'entends. On espère bien que les Antilles et la Polynésie feront de même. Mais moi, je suis pas réunionnais d'origine, mais je suis assez fier qu'on ait pu réaliser avec cette équipe cette belle réalisation. D'accord. Benoît Forestier, on aura l'occasion de revenir sur cette... Alors moi je veux dire merci tout simplement à tous les intervenants, il y en a quelques-uns et notamment qui ont été fondamentaux dans cette... Parce que tout seul on peut rien faire, donc Monsieur Pincemaille, directeur de l'ONAC à La Réunion, mais aussi Madame Roy, directrice de l'ONAC, elle, de la Meuse et de la Moselle, Monsieur André-Victor Pitz, qui est le délégué général du Souvenir français de la Meuse, et je peux en citer les administratifs qui ont permis les autorisations, qui ont instruit le dossier de façon... les différentes autorisations avec des dossiers d'instruction très rapide. Vraiment, j'ai senti sur ce projet, je dirais une symbiose, une osmose, une volonté de réussir pour honorer les Réunionnais. Et je rappelle que la stèle, elle est au cœur du champ de bataille par rapport aux monuments historiques. L'ossuaire de Douaumont, la tranchée des baïonnettes, le fort de Douaumont. On peut pas la mettre, le mémorial, on peut pas la mettre plus au cœur que ça. Donc ça veut dire que les métropolitains n'ont pas rendu un hommage dans un bout de bois au fond perdu, mais au cœur même du champ de bataille, là où on pouvait honorer la stèle le mieux possible. Marie-Jeanne Cabanin, il y aura une suite ou pas ? Oui. Alors moi, je voudrais avant tout remercier tous ceux qui ont participé à cette belle réalisation, donc cette commémoration de stèle qui honore tous les Réunionnais, les poilus réunionnais en métropole. Je remercie bien entendu Monsieur Forestier pour sa ténacité, pour sa foi d'y avoir cru jusqu'au bout. Je remercie Monsieur Pincemaille qui a été vraiment un élément très important dans cette réalisation, qui a pu justement ouvrir les portes donc en métropole afin que Monsieur Forestier puisse justement obtenir toutes ces autorisations. Et on sait combien ça a été compliqué, mais on a pu le faire, et donc grâce à ces personnes. Je remercie bien entendu le maire de Saint-Paul qui a été un des premiers à comprendre donc ce sens aigu du devoir de mémoire, qui nous a accompagnés, toutes les associations bien entendu, les parents, les enfants qui se sont déplacés, et bien entendu il y aura une suite puisque j'ai pu discuter donc longuement avec le maire de Saint-Paul dès mon retour, qui souhaiterait à l'avenir donc une commémoration peut-être pour la première date anniversaire, donc cette année, novembre 2019, une commémoration un peu plus, je dirais, on ne peut plus nationale, mais en associant tous les départements d'outre-mer, Martinique, Guadeloupe, etc. Donc le travail est en train de se faire, on verra dans quelle mesure. Donc bien sûr, moi je souhaite que le travail soit fait, mais avec les personnes qui connaissent la problématique donc de l'administration, parce que là il faut vraiment jouer sur les administrations de la métropole, avec Monsieur Forestier, parce que sans ça je pense que ça sera impossible.
Donc il y aura une suite, il y aura à faire vivre cette stèle. Ça va d'ailleurs correspondre au retour des soldats en 1919. C'est là où les soldats d'outre-mer reviennent chez eux. Les Réunionnais sont arrivés en avril. Je pense que ça sera le moment aussi d'en parler. On va juste terminer parce que j'ai 2 minutes de retard. Merci madame, merci messieurs. On a l'occasion donc de revenir sur cette page de notre histoire, en tout cas aussi des poilus et des poilus réunionnais. On a raison d'en reparler. En tout cas, merci à vous, en tout cas pour ce moment. Merci également à vous de nous suivre. En tout cas, j'espère qu'on passera une bonne année 2019 ensemble.